Bonjour, je crois que vous me recevez. Alors, merci d'être présent pour ce webinaire du CNCH. Merci à François Roby, qui est cardiologue, professeur de cardiologie, spécialisé dans les soins critiques et un des leaders français dans le monde de l'USIC, de nous faire une présentation sur la prise en charge de l'infarctus, surtout l'infarctus le plus large, surtout l'infarctus le plus inquiétant, qu'on a du mal des fois à libérer des soins intensifs. Merci François pour ton topo sur cette prise en charge. Merci Loïc, merci au collège pour l'invitation. Alors, j'essaie de vous repartager mon diaporama. Je pense que normalement vous le voyez. Loïc, tu me dis si ce n'est pas le cas. C'est parfait. Donc, la question, c'est de savoir comment optimiser la prise en charge à la sortie du patient. Et c'est une présentation qui est sponsorisée par le laboratoire Zoll, que je remercie pour le collège, pour l'organisation. J'ai un certain nombre de conflits d'intérêts, y compris avec Zoll. Et on va d'emblée partir sur un cas clinique, si vous le voulez bien. C'est un patient qui vient aux soins intensifs pour insuffisance cardiaque aiguë. Il a une cardiopathie dilatée, sans coronaropathie, et il est vierge de traitement. Donc ça, c'est un problème. Deux patients différents, le gros infarctus ou la cardiopathie dilatée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'implanter dans des défibrillateur, on optimise les médicaments dans un premier temps, on fait tout le reste, c'est-à-dire, c'est une cardiopathie dilatée, on va essayer de le sevrer d'alcool, on va l'envoyer en réhabilitation, et puis on le revoit précocement. Bien, si on doit discuter tout ça, bien sûr, vous êtes bien conscient qu'on ne va pas se jeter sur le défibrillateur, que d'abord, il y a la place aux médicaments, mais il y a la place à tout le reste. Évidemment, s'il a une cardiopathie toxique sur alcool, le premier élément, c'est de le sevrer en alcool, on est bien d'accord. En théorie, les recommandations d'insuffisance cardiaque vous demandent de revoir le patient très très tôt, une semaine après la sortie d'hospitalisation, dans cette optique de est-ce que je suis observant, est-ce que j'ai arrêté l'alcool, est-ce que je suis dans une optique d'optimisation des traitements. Alors ça, c'est vraiment important et c'est pas clair du tout de savoir comment ça va évoluer. C'est-à-dire que qui va récupérer sa fonction cardiaque, même dans la cardiopathie dilatée, ce n'est pas si clair. Et dans l'insuffisance cardiaque post-ischémique, post-infarctus, ce n'est pas si clair non plus. Et vous le savez bien dans votre pratique, vous avez des infarctus qui vont remodeler de façon défavorable et développer de l'insuffisance cardiaque, et d'autres au contraire qui vont remodeler de façon favorable. Donc, que faire? Difficile. Si on prend le corollaire, c'est-à-dire ce même patient qui vient pour un large infarctus antérieur, pareil, on va parfois lui proposer un défibrillateur avant la sortie, mais c'est rare, ce n'est pas ce qui est recommandé, sauf exception, on pourra en parler. Bien sûr, il faut optimiser les traitements. Alors, je ne parle pas du syndrome coronarien lui-même, je parle de l'insuffisance cardiaque après un large infarctus, c'est la deuxième proposition. Un suivi précoce, alors 4-5 semaines, ici, vous est proposé après l'infarctus, mais puisqu'il fait de l'insuffisance cardiaque, en théorie, on devrait lui proposer dans la semaine qui suit la sortie d'hospitalisation. D'accord avec vous, ce n'est pas forcément très facile. La LiveVest, voilà, quelle est la place de la LiveVest? La LiveVest, en attendant la réhabilitation, en attendant la réévaluation, en attendant surtout l'impact de vos médicaments, de votre revascularisation, ça c'est très clair, ça va être l'essentiel du topo, bien sûr. On est bien d'accord que c'est à 6 semaines qu'on va réévaluer, alors 6 semaines, peut-être même un peu plus. Dans la cardiopathie ischémique, c'est vrai qu'on n'a pas tellement envie d'attendre que le patient ait fait la mort subite pour lui mettre le défibrillateur, on est bien d'accord. Et donc, si vous le revoyez, c'est pour ça que même si vous le revoyez à une semaine, de toute façon, il va quand même falloir le revoir à un peu plus d'un mois avec une échographie pour voir où il en est. Et si à 6 semaines, le patient reste avec une dysfonction VG, alors une dysfonction VG franche, pas le 45% de la proposition 6, à ce moment-là, vous allez lui proposer un défibrillateur automatique en prévention primaire. Voilà comment mettre un peu tout ça dans le schéma. Alors, quelles sont les preuves scientifiques? Clairement, la coronaropathie, c'est la première cause de mortalité, de mort subite, que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme, et y compris chez des gens qui n'ont pas fait un infarctus récemment. Donc ça, quand même, il faut le garder en tête. Nous, cardiologues, on a vraiment fait baisser la mortalité de nos patients, c'est clair. Mais enfin, ça reste la première cause, à part égale avec le cancer, selon ce qu'on regarde, le bout de la lorgnette qu'on utilise. Et la proportion de morts subites reste également très importante. Mais on a probablement quand même une illusion d'optique qui est qu'on considère bien sûr nos patients coronariens qui sont déjà à très haut risque. Mais si on regarde à l'échelle de la population générale, la mortalité par mort subite reste
très importante et elle a du mal à baisser, puisqu'il y a une part peu prévisible de la mortalité liée à la mort subite. C'est-à-dire que sur l'ensemble de la population, il y a des gens qui vont le faire sans prévenir. Comment ça se passe quand c'est en dehors de l'hôpital? Malheureusement, dans notre pratique, vous le savez, et c'est le gros camembert avec la partie bleue, la moitié des patients, c'est sans témoin. Alors, parfois, c'est devant des témoins et parfois devant les secouristes, mais ce n'est pas le cas le plus fréquent. Donc, comment faire dans ces cas-là? Et est-ce que ces patients ont un bon pronostic? Alors, j'avais pris l'exemple, j'avais posé la question dans un congrès pour savoir si nous, congressistes, on assiste à une mort subite. Alors, peut-être qu'il y a un biais, si c'est des cardiologues, on va dire un congrès de psychiatres. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est votre probabilité de survie? Elle est très, très mauvaise. J'espère que dans un congrès de cardiologues, on arrivera à défibriller nos collègues. Si c'est moi, s'il vous plaît, défibrillez-moi. Mais vous voyez, 1%, 5% de survie sur une place publique, que ce soit dans votre ville, que ce soit à la gare. La gare, je vous rappelle, c'est un des lieux classiques parce que vous vous dépêchez pour avoir votre train. Pas aujourd'hui puisqu'il n'y en a pas, mais vous allez vous stresser pour essayer de trouver un train. Et donc, c'est là que vous allez tachycarder, vous dépêcher et faire la mort subite. Et malheureusement, ces gens meurent de troubles du rythme non traités. Alors, c'est d'autant plus indu qu'il y a des défibrillateurs automatiques, semi-automatiques dans les cellules publiques. Et bien sûr, vous le savez, surtout pour mourir, pas forcément de façon. Ils peuvent avoir récupéré une fonction cardiaque, mais avoir cramé le cerveau, qui revient évidemment au même. Alors maintenant, on se repositionne dans le post-infarctus. L'essentiel des troubles du rythme surviennent très précocement. C'est bien sûr la raison, je vous rappelle peut-être pour les plus jeunes, la création des soins intensifs que moi, je n'ai pas vécu. Mais enfin, c'est grâce à ça qu'on a baissé la mortalité de l'infarctus. Et vous le voyez, c'est dans les premiers jours, premières semaines qui suivent l'infarctus que vous allez mourir de troubles du rythme. C'est bien pour ça que vous êtes surveillé. C'est bien pour ça qu'on se pose la question de l'appareillage du défibrillateur, de la live vest. Ça dépend bien sûr de la fraction d'éjection et que nous disent les recommandations. Bon, voilà, les recommandations, c'est les fameux 4 fantastiques, je vous reviens là-dessus, y compris dans le post-infarctus. Post-infarctus avec fraction d'éjection altérée, vous êtes censé mettre les IEC, les bêta-bloquants, la spironolactone, la glyphlosine, peut-être l'Entresto à la place de l'IEC, peu importe, ce n'est pas la discussion. Si vous restez, et il faut que le temps quand même qu'il y ait le remodelage, il faut qu'il y ait le temps que votre coronagraphiste préféré revasculariser l'ensemble des lésions et que vous puissiez réévaluer pour savoir s'il y a la place ou non au défibrillateur, peut-être à la resynchronisation. Et donc, bien sûr, il y a ce cut-off à 35%. L'essentiel de nos patients, je pense que Loïc confirmera, un infarctus antérieur, quand même, maintenant, pris en charge rapidement, la plupart, ils vont récupérer, même s'ils arrivent en soins intensifs à 35%, heureusement, dans les jours qui suivent, ils vont remonter un petit peu et ils vont échapper à cette zone à risque de mort subite, et donc échapper, entre guillemets, au défibrillateur. S'il faut le mettre, bien sûr, il faut le mettre. Alors, il y a la place aux médicaments, bien sûr, et je vous rappelle, vous le savez, mais certes, les glyphosine, c'est facile, mais les autres, il faut les titrer. C'est pas parce que vous avez mis le bisoprolol à 1,25 que le patient est à l'équilibre. Il va falloir s'acharner à donner la dose maximale tolérée. Je faisais ce matin cours aux étudiants. La notion de dose maximale tolérée pour les médicaments qui diminuent la mortalité, les 4 que je vous ai montrés, c'est pas facile, mais il faut s'y attacher, et c'est pas facile dans un espace court des 6 semaines. On va voir qu'il y a quand même le timer. Alors, certes, le timer court, mais c'est possible quand même d'optimiser. 2 études que je vais vous montrer en dehors des études pour la live vest, c'est Strong-HF et Impulse. Strong-HF, l'idée c'était de dire, chez des patients qui sont admis pour insuffisance cardiaque aiguë, ce n'est pas des infarctus, on va essayer d'optimiser les traitements en 6 semaines. Donc c'était quand même ambitieux, étude de l'année dernière qui a fait couler beaucoup d'encre. Le message principal, c'est de dire, c'est faisable, c'est safe. Et alors après, je peux vous montrer les courbes. À gauche, vous avez 80% des gens qui, à 3 mois, pardon, ont les IEC, ont les bêta-bloquants. Donc, c'est faisable. Et contrairement à ce qu'on faisait il y a 10 ans, on ne va pas titrer le bêta-bloquant puis l'IEC. Et la tendance générale, c'est de dire tous les patients insuffisants cardiaques admis pour insuffisance cardiaque aiguë, y compris dans le post-infarctus,
les 4 classes de médicaments très fort tout de suite à tout le monde. C'est peut-être un peu excessif, n'empêche que c'est ce qui est recommandé et c'est faisable. C'est ce que montre Sergey, même si il n'y avait pas de glyphosine et si ça réduit surtout les hospitalisations, mais pas la mortalité. Évidemment, une limite. Impulse, dans la même idée, montre que vous êtes capable d'introduire très rapidement l'empagliflozine chez des patients qui sont admis pour insuffisance cardiaque aiguë, pas encore dans le post-infarctus. Et là, d'un point de vue pratico-pratique, cette étude est intéressante aussi parce qu'elle propose une définition de ce que c'est qu'un patient stable, enfin, chez lequel vous pouvez introduire de l'empagliflozine. 4 points, c'est du bon sens, vous allez voir. Vous n'êtes pas trop hypotendu, vous avez 10 de systolique, vous êtes sevré de diurétique, vous êtes sevré de Risordan, vous êtes sevré d'inotrope. On est d'accord que c'est quand même du bon sens. Alors là, il vous donne un timing, 6 heures sans diurétique, 6 heures sans Risordan, 24 heures sans inotrope. Là, vous êtes considéré comme un patient stable. Alors, très sincèrement, après un infarctus antérieur étendu, alors, si vous restez sous amine, là, il faut vous poser des questions, mais si vous êtes sevré, il va falloir commencer très très vite les médicaments, avec des difficultés, bien sûr, pour savoir par quoi on commence, est-ce qu'on peut mettre le bêta-bloquant, tout ça, mais quand même, il faut s'y acharner. Ça va très vite. Hein. Je vous rappelle que les études, les vieilles études avec la spironolactone, on a 3 jours pour introduire le traitement. Pareil pour les statines, même si bien sûr les statines, ils le reçoivent normalement très très vite. Parce que le remodelage moléculaire, ça va très vite. Hein. C'est dans les minutes qui suivent la reperfusion, donc il faut aller vite. Il ne faut pas se permettre d'attendre que la fonction rénale est récupérée ou je ne sais quoi. Il faut prendre des précautions, mais il faut aller très très vite. Impulse, juste pour vous dire que c'est une étude importante, je crois, parce que petit effectif, mais des patients qui sont sévères, qui sont relativement âgés, vous voyez, un NT-proBNP à 3000, malgré ce, on est capable d'introduire très vite, avec, je ne m'attarde pas sur l'étude, mais un impact clinique qui est manifeste, avec même une tendance sur des critères très durs comme la mortalité. Voilà pour Impulse. Nos patients qui sortent d'hospitalisation, vous savez que vous avez beaucoup d'outils à disposition. La télésurveillance, c'est sur du poids à gauche, d'autres outils comme le CardioMEMS à droite. Bon, même si l'actualité est très riche, le collège a pris parti et je vous remercie dans les discussions autour de la télésurveillance actuellement, c'est un autre problème. Et le groupe d'insuffisance cardiaque dont tu parles, que j'ai le plaisir de coordonner pour l'instant, a proposé des applications pratiques. Si vous voulez rentrer dans le détail chez vos patients, comment faire, vous avez un papier qui est publié la semaine dernière qui essaye de prendre des exemples très pratico-pratiques pour être un peu moins théoriques que les recommandations. Ça marche, ces médicaments, ça marche. Vous voyez, ça, c'est l'amélioration des gens en fonction de leur fraction d'éjection de départ. Vous voyez qu'il y a une nette amélioration quand vous optimisez les traitements. Et encore, c'est des vieilles données. Donc, ce n'est pas que de la théorie. Ce n'est pas parce que je vous dis il faut le faire parce que les patients vont récupérer, mais c'est vrai. Alors, ça dépend des patients, ça dépend des trajectoires. Évidemment, les patients les plus graves vont quand même mourir d'échéance myocardique. C'est ce qui vous est montré à gauche. C'est-à-dire que quand vous êtes insuffisant cardiaque très sévère, que vous ayez ou pas un défibrillateur, vous allez mourir. Ça peut vous sauver de la mort subite, mais pas de la déchéance myocardique. C'est des vieilles données qu'il faut quand même garder en tête, parce que ça justifie quand même de ne pas mettre trop tôt, à des gens trop sévères, le défibrillateur. Ça, c'est un petit peu la même chose dans les données préventives. Danish, qui avait fait couler beaucoup d'encre il y a quelques années, montrait que des patients en prévention primaire avec une cardiopathie dilatée tiraient peu profit de la défibrillation par défibrillateur automatique implantable. Et vous le savez, les recommandations l'ont replacé, c'est-à-dire que vous êtes à très haut risque si vous avez une fraction d'éjection AVC ischémique, mais un risque qui est moins important si c'est une cardiopathie qui n'est pas ischémique. Ça aussi, c'est intéressant à garder en tête pour les différentes recommandations. Ce qui fait que on vous demande en prévention primaire d'avoir au moins 3 mois de traitement optimisé avant d'implanter le défibrillateur. Et vous voyez la place, là c'est en bas de la LiveVest, qui, alors c'est en 2B chez ces patients en cardiopathie dilatée, où vous pouvez, chez des patients triés, proposer cette LiveVest. Là, c'est de recommandation, je ne parle pas du remboursement. Et puis à gauche, vous avez dans la cardiopathie ischémique, clairement, il faut que le patient ne soit pas trop symptomatique pour pouvoir bénéficier du défibrillateur, ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous êtes très sévère, c'est plus la place du défibrillateur implantable. Bon, alors ça, c'est très cohérent d'une
recommandation à l'autre. Et donc, les indications de la LiveVest, c'est ça, c'est le post-infarctus immédiat en attendant la récupération. C'est le patient qui est en cours d'optimisation, et si ce n'est pas ischémique, il faut attendre un peu plus que 6 semaines, probablement 3 mois. Dans notre expérience, c'est peut-être même 6 mois. Ça peut prendre du temps. Le patient, vous optimisez le traitement, vous l'envoyez en rééducation, il devient plus observant, vous pouvez continuer à optimiser le traitement. Il n'y a pas d'urgence sur une cardiopathie dilatée à mettre un défibrillateur. On pourrait débattre avec les collègues de rythmologie. Il faut surtout que le patient soit bien traité, bien adhérent, qu'il arrête bien sûr les toxiques, etc. Et donc, vous avez la LiveVest qui protège. Alors, je ne sais pas si vous avez tous vu quelles sont les indications remboursées. C'est souvent ça la question. Hein. Il y a de façon pratico-pratique. Alors, il y a une indication à laquelle les rythmologues pensent évidemment facilement, c'est l'infection et l'explantation de matériel. Vous voulez quand même protéger le patient. Soit le risque est faible et vous acceptez de ne pas le protéger pendant le temps que ça cicatrise. En général, si vous avez mis un défibrillateur, c'est que vous estimez que le risque est élevé. Et donc, il est logique de lui mettre la LiveVest le temps que ça cicatrise. Le patient en attente de la transplantation cardiaque, pour moi, ça c'est une excellente indication. Parce qu'en plus, vous aurez des données sur l'observance. Il y a la boîte noire dans la LiveVest. Vous savez combien de temps le patient le porte. Ça va vous aider énormément. La revascularisation, pour nous, cardiologues interventionnels, c'est intéressant. La fraction d'éjection est inférieure à 35%. C'est une indication à laquelle il faut penser. Vous êtes en train de faire la revascularisation. Le patient peut récupérer. C'est remboursé. L'indication à laquelle vous pensez tous, c'est bien sûr le post-infarctus avec une fraction d'éjection ABC. Et là, c'est une très bonne indication. Sauf sous réserve des quelques patients chez qui vous allez implanter précocement des défibrillateurs. Et ça, bien sûr, c'est tout à fait licite chez certains patients. Et puis chez les patients qui sont dans la bordure grise, hein, vous êtes en train d'optimiser, vous hésitez sur défibrillateur, pas défibrillateur. Le patient n'est pas d'accord, le patient réfléchit sur le défibrillateur, il a le droit. Hein. Il y a une bonne indication également à la LiveVest et ça sera remboursé. Bon, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, la LiveVest, comme son nom l'indique, c'est une veste que vous portez qui est toute bête avec le dispositif qui est un défibrillateur automatique, qui est automatique externe et qui va lui-même repérer le trouble du rythme, envoyer la sauce sous la forme de gel d'abord pour qu'il y ait un bon contact, prévenir le patient. Et le patient est capable d'inhiber s'il y a besoin, c'est-à-dire qu'il fait une fausse alerte. Et s'il perd connaissance, il ne peut plus inhiber, c'est-à-dire qu'il ne peut plus appuyer sur le bouton. Et à ce moment-là, il aura un choc non vigile, ce qui est quand même intéressant pour éviter des chocs inappropriés. Hein, bien sûr, il peut y avoir des parasites. Donc, on relie ensemble les indications post-infarctus, revascularisation. Vous attendez, le patient a été ponté, le patient, le plasticien a beaucoup de travail à faire. Il y a des CTO, des machins. L'explantation, bien sûr, l'attente à la transplantation cardiaque, et puis donc le patient qui devrait avoir une implantation, mais qui attend. Il y a toutes ces indications en rouge qui sont très logiques, le myocardite, la cardiopathie hyperpartum, pour l'instant qui ne sont pas remboursées. Alors, je ne veux pas parler à la place du laboratoire, mais vous avez aussi le droit de solliciter le laboratoire pour des implantations, pas des implantations, mais des mises en place compassionnelles. Hein, tout à fait, ça peut se défendre. Et donc, n'hésitez pas, je pense, à solliciter ZOL en ce sens. Alors, j'ai pris un peu de retard. Je vais juste rappeler quand même ça. Pour moi, l'insuffisant cardiacologue aussi, c'est dommage de ne pas pouvoir protéger les gens des myocardites. Vous pouvez quand même dire que votre patient qui a fait une grosse myocardite qui a 40 ans, vous discutez de la transplantation cardiaque et il tombe dans la case de transplantation, ce qui n'est pas forcément illogique quand même. C'est un pieux mensonge, on va dire, mais ce n'est pas un vrai mensonge. Hein. C'est juste que de temps en temps, les patients ne correspondent pas aux cases de remboursement. Dans les études, il y a des études de vraie vie qui sont des suivis un peu prolongés. Vous aviez entendu parler de VEST. Alors VEST, je balaye parce que c'est une étude qui est certes négative, mais qui était sans éducation thérapeutique. Or, il y a beaucoup d'éducation thérapeutique par la LiveVest. C'est probablement une des forces du dispositif. Et dans cette étude, qui était une étude de prolongation, de suivi, ce qui est intéressant, c'est que les morts subites arrivent tard. C'est-à-dire que c'est plusieurs mois après aussi. Et donc là, il va falloir prendre la bonne décision, pas se tromper, l'arrêter chez les patients chez qui on peut l'arrêter, switcher vers le défibrillateur implantable chez les gens qui doivent en avoir besoin. C'est ça évidemment qui est difficile, c'est là que vous avez besoin de travailler avec votre imageur, avec le rythmologue et puis avec le patient pour tout cela.
Mais enfin, quand même, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure la moitié, on va dire la moitié pour faire simple, la moitié des patients auront récupéré, ne seront plus dans les indications du défibrillateur. C'est quand même vraiment intéressant. Je vous l'ai dit, c'est de l'éducation thérapeutique. C'est-à-dire que le patient, on l'appelle pour lui dire « Mais pourquoi vous n'avez pas porté la live vest samedi ?»« Ah bah samedi, je suis sorti en boîte et tout. » C'est le moment où il faut qu'il porte la live vest, justement. Il y a des moments peut-être où il ne pourra pas la porter, même si c'est très sexy. Il a le droit de la retirer et c'est extrêmement précieux. Vous savez qu'il se douche à 9h15 tous les matins. Ça, c'est vraiment important. C'est probablement une des forces du système. Ça s'intègre avec tout ce que vous connaissez par ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a le télémonitoring. Le patient va pouvoir reprendre l'activité physique. Je ne sais pas si il y a des rééducateurs branchés ce soir, mais en rééducation cardiovasculaire, c'est très précieux. Le patient sort d'un infarctus. Vous voulez vraiment lui faire profiter de votre réhabilitation. Et il est protégé par la LIVES, c'est quand même très sécurisant pour tout le monde. Dans notre expérience, ça a pu être très, très efficace. Erreur à ne pas faire, le patient tombe pendant les épreuves d'effort. Surtout, l'erreur qu'on voit souvent, c'est j'enlève la LIVES pour pouvoir réanimer. Ne surtout pas. Si vous voulez le masser, bien sûr, vous pouvez le masser. Enfin, il faut le masser. Mais le machin va identifier et proposer un choc. Donc là, vous perdez un temps précieux. Peut-être que la LIVES est simplement en train de se charger. Vous avez été très réactif. Pensez que normalement, c'est extrêmement fiable sur le plan de l'analyse. C'est une fonction de matériel. Par ailleurs, vous avez des informations qui remontent sur, je vous ai dit, la compliance, des électrocardiogrammes. On a des diagnostics, c'est un holter implantable, un holter permanent, on va dire. Et donc, on a des diagnostics également, les rythmologues pourront témoigner de FA, bien sûr, de troubles conductifs qui sont vraiment intéressants chez ces patients en post-infarctus. Alors, je vais peut-être passer aux conclusions pour rester dans le timing. Bon, vous le savez, la mort subite, c'est surtout dans les 30 jours qui suivent l'infarctus. C'est bien quand vous faites de l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire quand vous avez un large infarctus, la mort subite est très très largement augmentée. Et malgré tout, il reste une part imprévisible. C'est pour ça qu'on veut protéger nos patients. La fraction d'éjection reste un élément déterminant, il y en a d'autres. Clairement, vous allez sauver les gens si vous les défibrillez rapidement. Donc ça marche, hein. Les patients qui sont défibrillés, ils sont défibrillés de façon efficace. C'est un défibrillateur externe comme un autre. Mais bien sûr, les médicaments ont une place majeure pour aider au remodelage. Et il faut leur laisser le temps d'agir, en fait. Les médicaments, les modifications d'activité, les modifications de prise de toxiques, etc. Et le deuxième message vraiment important, c'est que ce n'est pas qu'un défibrillateur. Vous avez un entourage du patient, des explications, de l'éducation thérapeutique. Le retour sur l'observance, vraiment c'est important, je vous l'ai dit, pour nos patients qu'on propose à la transplantation, on est très inquiet quand ils ne sont pas capables de porter la live vest. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer quand ils vont devoir prendre les médicaments d'insuffisance cardiaque, les immunosuppresseurs, etc. Donc la conclusion, chez ces patients, le médicament incontournable, la revascularisation bien sûr, hein, je ne vais pas faire un point vite, rappeler la place de la revascularisation dans l'insuffisance cardiaque et dans l'infarctus en particulier, mais la live vest a clairement une place en bridge à la décision, si je puis dire, c'est-à-dire, est-ce que le patient a récupéré, on arrête la live vest, est-ce que le patient n'a pas récupéré et reste à risque, voilà, on lui proposera le défibrillateur implantable classique, si je puis dire. Merci. Merci beaucoup François et merci de ce timing particulièrement serré. J'ai oublié, mais tu l'as fait, de remercier Zoll, notre sponsor institutionnel. Et puis, j'avais une ou deux questions à te poser. Alors, on a bien compris qu'il fallait attendre 3 mois après tout événement pour voir si le traitement, la thérapeutique, ou en tout cas le temps, avait pu jouer sur les choses, et en particulier sur la fraction d'éjection. Est-ce qu'il y a des moments où tu vas aller plus vite? Tu ne vas pas attendre oui, tout à fait. Hein. Pour l'implantation du défibrillateur, alors les recommandations des rythmologues, je ne vous ai pas montré, mettre la place, bien sûr, à certains éléments, en particulier à l'IRM, la quantification de la fibrose en IRM, la taille de la nécrose. Et donc, il est vrai, bien sûr, que plus le patient est jeune avec une grosse nécrose, des paramètres péjoratifs à l'électrocardiogramme, l'électrocardiogramme avec un microvoltage diffus. Si tu places le patient sur une trajectoire possible de transplantation, oui, bien sûr, on sera plus agressif et au cas par cas, ça peut se discuter, il faut le justifier, je pense, c'est tout à fait entendable.
si on justifie dans le dossier qu'on a implanté un patient très précocement, intra-hospitalier même, après un infarctus, parce que tu l'as pris en charge, toi, très tard, le patient n'a pas appelé les secours, tu lui débouches une IVA à H24, bah, c'est sûr qu'il va faire une grosse nécrose, et si tous les éléments paracliniques sont concordants, on peut l'implanter, bien sûr. Merci. Et puis j'ai bien aimé le raisonnement que tu faisais sur la différence entre le bon sens et puis le remboursement. Dans notre centre, les rythmologues souvent affichent le remboursement comme quelque chose, comme un couperet, comme quelque chose de vraiment rédhibitoire si vous ne rentrez pas dans les cases que tu as développées. Et on peut en sortir pour une myocardite, par exemple, et tu l'as cité. À ce moment-là, il y a de la place pour le bon sens et le laboratoire est capable de discuter. C'est tout à son honneur. Absolument, moi j'ai plusieurs cas que je pourrais te citer de gens chez qui je n'étais pas dans les clous et où le laboratoire pendant plusieurs mois a gardé le dispositif qui, à mon avis, a rendu service aux patients. Et dans certains cas, ils ont fini par être implantés, dans certains cas, ils ne sont pas implantés. Après, je ne suis pas un spécialiste, mais je n'avais pas retenu l'indication que tu as citée dans tes remboursements du patient qui a une myocardiopathie dilatée, indépendamment de tout infarctus, indépendamment de toute revascularisation, pouvait être retenu pour une live vest en attendant que le traitement médical de l'insuffisance cardiaque sur une myocardiopathie non ischémique, par exemple, fasse effet. Il faut toujours bien le justifier, hein, mais il y a une telle marge d'amélioration de la thérapeutique que ça reste quand même très, très logique. Et le sevrage alcoolique. Eh bien, merci beaucoup François, merci beaucoup à tous. Et puis, je vous invite à rejoindre notre prochain webinaire le 17 avril à 20 h pour un flash d'actualité sur le congrès de l'ACC, tout ce que vous aurez toujours voulu savoir sur l'ACC et qui va changer votre pratique en 10 minutes. C'est toujours très agréable d'avoir ces retours de congrès en aussi peu de temps. C'est toujours très rentable d'y participer ou de les voir en vidéo. Merci François, merci au CNCH et à bientôt. Merci Loïc.